Isabelle Delacroix, la femme la plus influente et la plus enviée de Paris, n'était pas seulement millionnaire, elle incarnait la réussite. Sa vie ressemblait à un conte de fées moderne, avec ses jets privés, ses somptueux hôtels particuliers et un empire du luxe apparemment inébranlable. Dans les soirées les plus huppées et auprès des marques les plus prestigieuses, elle était une référence, le genre de femme que toutes rêvaient d'être et de rencontrer. Mais au milieu de toute cette splendeur, quelque chose commençait à s'agiter dans l'ombre, quelque chose qu'Isabelle ne voulait pas voir, mais qui se révélait lentement à elle d'une manière inhabituelle et impossible à ignorer. C'était un mardi comme les autres, lorsqu'elle reçut le premier signe que son monde parfait n'était pas aussi à l'abri qu'elle l'avait imaginé. Le téléphone sonna alors qu'elle se trouvait dans son bureau, dans son hôtel particulier du quartier chic du Marais, avec la vue panoramique sur la tour Eiffel en toile de fond. Le numéro était inconnu, mais elle répondit d'un ton assuré, celui qui faisait d'elle l'incarnation même de la confiance en soi et de la maîtrise de soi. Madame Delacroix, ceci est de la société XXLZ. Il y a eu une erreur lors de notre virement sur votre compte. Nous devons aborder un point urgent. Une affaire urgente? Isabelle fronça les sourcils. Elle ne laissait aucune place à l'erreur, surtout en affaires. Tout était calculé. Chaque décision, chaque investissement était méticuleusement parfait. L'empire qu'elle avait bâti au fil des décennies ne pouvait être ébranlé par une chose aussi insignifiante. Mais une fois la communication coupée, le malaise s'installa. Elle ignora ce sentiment et poursuivit sa journée jusqu'à ce que, plus tard, lors d'une réunion avec son comptable, les problèmes commencent à s'accumuler. Les chiffres ne collaient pas. Il y avait des transactions suspectes, d'importants investissements qui n'avaient pas attiré son attention. Des contrats qu'il n'avait jamais signés, mais qui semblaient faire partie de son portefeuille. « Ça n'a aucun sens », murmura-t-elle en regardant les documents éparpillés sur la table. Les fissures commencèrent discrètement, presque imperceptiblement. D'abord une erreur dans les comptes, puis un contrat de designer dont elle n'avait jamais entendu parler. Un malentendu, pensa-t-elle, jusqu'à ce que les questions commencent à fuser. Sa secrétaire, d'ordinaire si méticuleuse, était tout aussi désemparée, sans réponse claire. L'insécurité qui rongeait Isabelle était comme une ombre qui s'étendait, remettant en question sa certitude d'une maîtrise absolue. Ce qui semblait n'être qu'une distraction se transforma rapidement en enquête officielle, mais Isabelle refusait toujours de croire qu'il y avait le moindre problème. Impossible. Elle était Isabelle Delacroix. L'empire du luxe qu'elle avait bâti était solide, inébranlable. Rien ne pouvait l'ébranler. Avant que la vérité ne commence à se dévoiler, le luxe qu'elle chérissait tant lui semblait une façade brisée, sur le point de s'effondrer. Isabelle Delacroix n'était pas qu'une simple femme d'affaires. Elle était une légende vivante de la haute société parisienne. Son ascension fulgurante au sommet du monde des affaires semblait tout droit sortie d'un conte de fées. Et sa présence aux soirées et salons les plus huppés de la ville a fait d'elle une icône. Elle côtoyait les PDG les plus influents, les célébrités les plus en vue et les artistes les plus renommés. Femme de classe, incarnation du glamour, elle avait le pouvoir d'imposer sa présence à quiconque croisait son chemin, le faisant se sentir insignifiant face à l'aura qu'elle incarnait. Votre entreprise, Maison Delacroix, Isabelle Hutton, était une figure emblématique de la mode et de la joaillerie de luxe avec une clientèle internationale. La marque, née à Paris, rayonnait à travers l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord. Isabelle avait bâti un empire à partir de rien, et chaque aspect de sa vie reflétait le succès de sa marque. Voitures de luxe, voyages exotiques, vêtements et accessoires de créateurs. Elle cultivait une exigence de perfection absolue dans tout ce qu'elle entreprenait, entourée d'une équipe fidèle d'assistants et de conseillers qui savaient qu'un échec était impensable. Mais derrière cette image de réussite se cachait une autre facette de la vie d'Isabelle, sa famille.
Son mari, François Delacroix, appartenait lui aussi à l'élite parisienne, mais restait toujours dans l'ombre de son épouse, préférant la discrétion. Ses deux enfants étaient adolescents et entretenaient une relation distante avec leur mère. Pour Isabelle, le travail primait toujours, l'éloignant ainsi des simples moments de vie familiale. Isabelle ne faisait confiance qu'à peu de gens. Parmi eux, Bernard, son comptable de confiance et bras droit, qui gérait également les finances de son entreprise. C'était un homme discret, mieux informé que quiconque, mais toujours calme et professionnel. Cependant, leur relation se tendait. Isabelle commençait à remarquer qu'il évitait de répondre directement à ses questions, les esquivant ou les détournant sans cesse. Elle n'aurait jamais imaginé que son allié le plus fidèle puisse être impliqué dans une affaire aussi louche. Il y avait aussi Marc, un jeune cadre prometteur chez Maison Delacroix-Sille, avait débuté comme simple assistant et gravi rapidement les échelons. Marc, avec son charme irrésistible, se lia bientôt d'amitié avec Isabelle. Sa loyauté envers lui était sans faille, mais elle ignorait tout de ses intentions secrètes. Il convoitait le pouvoir d'Isabelle, mais d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Ce qu'Isabelle ignorait, c'est que ses agissements au sommet du monde des affaires étaient surveillés et manipulés par des forces invisibles. La fraude qui commençait à détruire sa vie était orchestrée avec minutie, et tous ceux qu'elle croyait être ses alliés jouaient en réalité un jeu dangereux avec elle. Un matin, après avoir reçu un étrange coup de fil, Isabelle décida d'affronter Bernard. Il se trouvait dans le bureau de son hôtel particulier, avec la tour Eiffel en arrière-plan, et elle sentit le poids de l'empire qu'elle avait bâti commencer à peser sur ses épaules. « Bernard, il se passe quelque chose. Je ne peux plus l'ignorer. Les chiffres sont erronés. Où sont les relevés des dernières transactions? Je veux que vous m'expliquiez cela immédiatement, » exigea-t-elle, le regard fixé sur le comptable. Il hésita, et cela lui suffit pour comprendre que quelque chose clochait. Le silence de Bernard sonna comme un aveu, et pour la première fois, il n'était pas prêt à affronter la femme qui avait fait de lui un rouage essentiel de son empire. Le reste de son équipe commençait à se douter de quelque chose, mais personne n'osait l'interroger directement. Isabelle perdait le contrôle et la peur commençait à s'insinuer chez ceux qui l'avaient jadis cru invincible. Son empire du luxe s'effondrait, et avec lui, la confiance qu'elle avait en son entourage. Isabelle Delacroix n'était pas du genre à accepter la défaite. Pour elle, il n'y avait pas de place pour la faiblesse ni l'échec. Mais les jours passèrent et les preuves s'accumulèrent, révélant avec une cruelle clarté la vérité sur l'empire du luxe qu'elle avait bâti. Elle ne pouvait plus ignorer les signes. Quelque chose clochait profondément. Après une conversation tendue avec Bernard, Isabelle prit des mesures radicales. Ne faisant confiance à personne dans son équipe pour gérer la situation, elle entreprit de mener sa propre enquête. Elle engagea un détective privé, un ancien policier, pour mettre au jour les transactions suspectes qui ternissaient les finances de l'entreprise Maison Delacroix. L'inspecteur, un homme d'âge mûr nommé Pierre, ne tarda pas à confirmer ses craintes. Les transactions constituaient une fraude massive, mais il ne s'agissait pas de simples erreurs isolées. Les signatures, les sommes considérables transférées et les contrats avec des sociétés écrans étaient orchestrés avec une telle méticulosité que personne n'aurait pu agir seul. Elle convoqua Bernard pour une nouvelle réunion, dans le bureau luxueux qui lui paraissait désormais petit et suffocant. La pression était accablante pour Isabelle, mais elle garda son sang-froid, malgré l'angoisse qui lui serrait la poitrine. « Je sais ce qui se passe, Bernard. Vous et Marc êtes impliqués. Inutile de le nier. » Isabelle parlait d'un ton froid et calculé, les yeux rivés sur le comptable, qui paraissait désormais plus âgé, plus distant. Bernard hésita un instant avant de parler, mais la culpabilité se lisait sur son visage. Isabelle, ce n'est pas ce que tu crois. Je ne sais pas comment c'est arrivé. » Mais Isabelle ne croyait pas à ses paroles. Elle reprenait ses esprits et savait déjà ce qu'elle devait faire. Pourtant, une partie d'elle refusait d'admettre que l'un des rares hommes en qui elle avait confiance puisse la trahir. Et, le plus douloureux, c'est que Marc, l'homme qu'elle considérait presque comme un ami,
était au cœur de toute cette histoire. La vérité commença à se dévoiler au sein de l'empire d'Isabelle. Certaines des plus grandes marques de luxe, avec lesquelles elle pensait avoir conclu des accords d'exclusivité, étaient en réalité impliquées dans des fraudes et des manœuvres illicites. Et, à sa grande surprise, plusieurs dirigeants qu'elle croyait de son côté manipulaient en fait les chiffres et détournaient des fonds. Son empire du luxe était bâti sur des mensonges, et la femme qu'elle pensait invincible était désormais prise au piège, même qu'elle avait contribué à tendre. Le rebondissement le plus choquant survint lorsqu'Isabelle découvrit que sa propre famille était impliquée, même indirectement. Son mari, François, avait signé des documents financiers à son insu. D'ordinaire discret, il avait pourtant apposé sa signature pour légitimer des transactions frauduleuses, mettant ainsi en péril la réputation de toute la famille. Isabelle était abasourdie, incapable de comprendre comment François, l'homme avec qui elle avait partagé sa vie, avait pu se laisser entraîner dans une affaire aussi risquée et perfide. La douleur était insoutenable. Elle réalisait que non seulement sa carrière était ruinée, mais que les fondements mêmes de sa vie personnelle étaient en train de s'effondrer. Submergée par le désespoir, Isabelle se trouvait face à un dilemme. Comment gérer les traîtres qui l'entouraient? Comment sauver ce qui restait de sa vie et de sa carrière alors que tout s'écroulait? Elle savait seulement qu'elle devait agir vite. Pour protéger son entreprise, sa famille et sa réputation, elle allait devoir faire un choix difficile. Elle commença à planifier sa vengeance, déterminée à ne pas devenir une victime de plus. Mais même en élaborant sa stratégie, le doute la hantait encore. Comment pourrait-elle faire confiance à nouveau à qui que ce soit? Comment pourrait-elle continuer à vivre dans ce monde de luxe et d'ostentation qu'elle avait toujours connu, alors qu'il lui semblait désormais n'être qu'une illusion bâtie sur le mensonge? Isabelle commençait à comprendre que l'effondrement de son empire ne se limitait pas aux affaires. Sa vie personnelle était tout autant ravagée par les mensonges et les trahisons qui fusaient de toutes parts. Son mariage avec François, qui avait jadis paru si solide, était désormais en ruine. Il s'était éloigné d'elle depuis longtemps, mais Isabelle n'avait jamais réalisé à quel point son propre manque d'affection avait contribué à cet éloignement. À présent, elle savait qu'il n'était pas seulement distant, mais indirectement impliqué dans la fraude. François, incapable d'affronter Isabelle, tenta de se justifier. « Je ne savais pas ce qui se passait, Isabelle. Les signatures, les transactions, je ne savais pas ce qui se tramait. » Mais la douleur qu'elle ressentait était insupportable. Ces dernières années, elle s'était tellement concentrée sur sa carrière qu'elle n'avait pas vu son mari prendre ses distances, allant même jusqu'à devenir, malgré elle, complice d'un complot qui la mettait en danger. Son silence, son repli sur soi, tout semblait indiquer qu'il dissimulait bien plus que de simples erreurs de signature. Isabelle ne pouvait plus lui faire confiance, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas simplement le repousser. La fraude au sein de son entreprise n'était pas qu'une simple question d'argent, elle touchait à son identité même. Ce qu'elle craignait le plus à présent, c'était l'impact que cette révélation aurait sur sa réputation, surtout dans la haute société française. Si le scandale éclatait, elle perdrait tout. Pendant ce temps, Bernard, son fidèle comptable, était de plus en plus nerveux. Lorsqu'Isabelle le confronta, il savait déjà qu'il ne pourrait plus cacher la vérité, mais il s'efforça par tous les moyens de lui faire croire qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres. Pourtant, il savait que ses actes n'étaient pas innocents. Chaque jour, il voyait l'empire d'Isabelle s'effondrer et un froid glacial l'envahissait. Au fond de lui, il savait qu'il lui serait difficile d'échapper aux conséquences de ses actes. Bien qu'étant un homme calculateur et pragmatique, Bernard n'avait pas prévu qu'Isabelle puisse aller aussi loin. Il avait sous-estimé sa détermination. Il savait que si elle découvrait l'ampleur de la supercherie, il ne serait plus qu'un pion. Sa motivation, la peur de perdre tout ce qu'il avait construit avec elle. Ou peut-être était-ce plus que cela, une soif de pouvoir et de contrôle qu'Isabelle commençait déjà à percevoir. Le plus grand dilemme concernait Marc. Le jeune cadre avait toujours été le chouchou d'Isabelle,
mais elle commençait à comprendre qu'il avait ses propres intérêts. Leur relation n'avait jamais été purement professionnelle, et le regard brûlant de Marc était toujours présent, peut-être à l'affût du moment où elle succomberait. Mais Isabelle n'avait pas le temps de s'en préoccuper. Ce qui la troublait profondément, c'était de réaliser qu'il s'immisçait de plus en plus au cœur de son empire. Marc, qui paraissait toujours si loyal, manipulait en réalité les situations en coulisses pour s'assurer de conserver le contrôle de Maison de la Croix. Comprenant que la fraude était sur le point d'être découverte, il commença à agir avec plus de détermination. Marc savait qu'Isabelle ne le considérerait pas comme un rival, et sa jeunesse et son ambition alimentèrent ses projets. Il s'impliqua davantage dans les transactions impliquant d'importantes sommes d'argent, abordant toujours Isabelle avec charme mais froideur. Pendant ce temps, Isabelle sentait le poids de ses découvertes peser de plus en plus lourd sur ses épaules. Il ne s'agissait pas seulement de sauver l'entreprise, c'était un combat pour préserver son identité. Que deviendrait-elle sans elle, Maison de la Croix? Si elle perdait le contrôle de l'entreprise, elle perdrait non seulement son statut social, mais aussi son essence même. Elle ne savait plus à qui se fier. L'empire qu'elle avait bâti s'effondrait lentement, et les alliés qu'elle croyait avoir de son côté étaient en réalité ses pires ennemis. La douleur émotionnelle commença à se répercuter sur d'autres aspects de sa vie. Sa confiance envers les autres fut profondément ébranlée. Mais en même temps, elle sentait une force grandissante en elle. Isabelle savait qu'elle devait se battre, même si cela signifiait s'opposer à ceux qu'elle considérait comme des amis. Et maintenant, plus que jamais, elle était déterminée à se battre de toutes ses forces pour récupérer ce qui lui appartenait. Le chaos s'était emparé de la vie d'Isabelle de la Croix. Elle ne reconnaissait plus le monde qui l'entourait, et ses certitudes avaient fait place aux doutes et aux trahisons. Chaque pas qu'elle faisait l'éloignait un peu plus de celle qu'elle avait été. Mais il lui manquait encore une pièce essentielle du puzzle. La clé pour percer le mystère de la fraude qui menaçait de détruire son existence. Tout a commencé par une lettre anonyme qu'Isabelle a trouvée sur son bureau, dans le bureau de son manoir. Méfiante, elle a néanmoins décidé de l'ouvrir. La lettre était écrite sur un ton simple et direct, sans fioriture ni explication. Une seule phrase. La fraude ne commence pas là où vous le pensez. Vous cherchez dans la mauvaise direction. Le véritable coupable est bien plus proche de vous. Isabelle sentit un frisson lui parcourir l'échine. Qui était derrière tout ça? Qui avait les connaissances nécessaires pour écrire quelque chose d'aussi précis et menaçant? Elle savait que l'enjeu était bien plus important. Et cela la fit remettre en question tout ce qu'elle avait cru jusqu'alors. Elle passa la nuit entière à examiner chaque transaction, chaque contrat, chaque courriel. Mais les réponses ne vinrent pas. Le sentiment d'impuissance était accablant. C'est alors qu'elle décida enfin d'affronter Marc. Il était devenu de plus en plus distant, évasif, et Isabelle sentait qu'il en savait plus qu'il ne le laissait paraître. Lorsqu'elle le trouva dans sa chambre, ses yeux habituellement si confiants désormais empreints d'un malaise visible, elle sut qu'elle était sur le point de découvrir quelque chose qui changerait sa vie à jamais. « Marc, je veux que tu me dises la vérité maintenant. Que sais-tu de cette fraude? Quel est ton rôle là-dedans ?» demanda Isabelle d'une voix ferme, mais empreinte de désespoir. Marc tenta de l'éviter, mais il ne pouvait plus maintenir les apparences. Avec un soupir de résignation, il s'assit, la tête baissée. « Isabelle, je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Je me suis retrouvé mêlé à des choses qui me dépassaient. Bernard n'était pas le seul impliqué et l'argent qui a disparu ne provenait pas seulement de votre entreprise. Certains de vos plus gros contrats, ceux que vous avez signés, étaient falsifiés. Les marques de luxe que vous pensiez être vos partenaires, il s'agissait de collusion, oui, mais avec des personnes influentes à l'étranger, des personnes dont les liens sont bien plus profonds que vous ne pouvez l'imaginer. » Isabelle le fixa, abasourdie. Ses paroles n'avaient aucun sens. Était-il en train de dire que sa propre entreprise, qu'elle considérait comme le pilier de tout, était impliquée dans un complot mondial? Des personnes puissantes, au-delà de ses frontières, manipulait-elle sa fortune, sa carrière,
Son empire? Qui d'autre est impliqué, Marc? Murmura-t-elle, sentant que la gravité de la situation était plus profonde qu'elle ne l'avait imaginé. François, dit-il, le mot résonnant avec un poids dévastateur. Il savait, Isabelle. Il était impliqué depuis le début. Ce n'était pas qu'une simple question de papiers à signer. Il était le lien entre vous et eux. Tout cela a été orchestré il y a des années. Je n'ai jamais voulu te dire la vérité, mais Isabelle était en plein désarroi. François, son propre mari, celui avec qui elle avait partagé sa vie et sa confiance, était impliqué dans un complot international visant à détruire sa fortune et l'image qu'elle avait mis toute sa vie à construire. La douleur et le choc étaient intenses. Mais elle ne pouvait plus ignorer les signes. François n'était plus seulement distant, il s'était impliqué dans quelque chose d'inimaginable. « Vous êtes en train de dire que mon mari, l'homme avec qui j'ai passé toutes ces années, était complice de tout ça ?» demanda Isabelle, la voix brisée par l'incrédulité. Marc fit un geste de la main, comme pour s'excuser, mais il ne pouvait plus revenir en arrière. « Je sais que c'est difficile à croire, Isabelle, mais tu devais le savoir. Tu as été manipulée depuis le début. À présent, la situation était claire. » Isabelle ne pouvait plus se permettre d'ignorer ce qui se passait autour d'elle. L'empire qu'elle avait bâti s'effondrait sous le poids des mensonges, des manipulations et des trahisons. Dès cet instant, elle sut qu'elle ne pouvait plus rester passive. Sa seule option était de reprendre le contrôle de sa vie, même si cela signifiait détruire tout ce qu'elle avait construit. Isabelle se leva de sa chaise, le visage déterminé, les yeux fixés sur Marc. « Je vais en finir. Et toi, Marc, tu vas m'aider à récupérer ce qui m'appartient. » Marc savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Isabelle Delacroix était sur le point d'emprunter un nouveau chemin où la vengeance et la rédemption seraient les seules options. La révélation qu'Isabelle Delacroix avait faite sur sa vie et son empire fut un coup fatal, mais aussi, pour elle, le tournant nécessaire. En apprenant la trahison de François et le complot impliquant Marc et d'autres alliés, Isabelle sentit la colère monter en elle, mais aussi une prise de conscience soudaine. Elle n'était plus une victime impuissante du système qu'elle avait créé. Désormais, elle était aux commandes. D'abord, elle confronta François, non pas avec les mots doux d'une épouse blessée, mais en le forçant à se rendre à l'évidence. Aucun cri, aucun mot de désespoir, juste une froideur impitoyable. Ils étaient dans le salon du manoir, et la douce lumière de l'après-midi filtrait à travers les rideaux. Mais dans les yeux d'Isabelle, une tempête grondait. « Tu savais tout, François, depuis le début. Quoi d'autre me caches-tu » demanda Isabelle d'une voix dénuée d'émotion. François ne pouvait plus mentir. Le poids de la situation pesait lourdement sur ses épaules, et il savait qu'il ne pouvait plus se cacher. Les mensonges, les omissions, les manigances, avec des gens qu'il n'aurait jamais dû fréquenter. Tout était désormais révélé. François tenta de justifier ses actes, mais Isabelle ne l'écoutait pas. La douleur s'était déjà estompée. Il ne restait plus que le vide de la déception. Celui qui avait toujours été ce compagnon distant n'était plus que l'ombre de l'homme en qui elle avait confiance. Elle savait que leur mariage était irrémédiablement brisé. La trahison n'était plus une simple faiblesse de caractère, mais une question de survie, tant personnelle que professionnelle. « Tu es sorti de ma vie, François, et ta place dans Maison Delacroix. C'est fini », déclara Isabelle d'un ton ferme. Ses émotions n'avaient plus leur place dans sa décision. Elle savait qu'elle devait rompre définitivement les liens pour reconstruire sa vie. Après la confrontation, Isabelle s'enferma dans son bureau, analysant la situation avec une froide lucidité. Ce n'était pas seulement son mariage qui s'était effondré, mais son empire qui s'écroulait. Maison Delacroix l'entreprise nécessitait une restructuration complète et la loyauté de nombreux employés était mise en doute. Il lui faudrait assainir l'entreprise et se séparer de toutes les personnes impliquées dans la fraude. La première étape consistait à réunir les principaux dirigeants et représentants de l'entreprise, mais pas pour une réunion ordinaire. Isabelle était déterminée à agir.
Les menaces proférées contre François n'étaient qu'un début. Désormais, elle était prête à prendre des mesures radicales pour protéger ce qui restait de son empire. Elle convoqua une réunion secrète avec son avocat, mais avant de prendre toute décision, elle fit quelque chose d'inattendu. Elle contacta le détective privé qu'elle avait engagé et lui demanda une enquête approfondie sur toutes les personnes impliquées. Elle voulait savoir jusqu'où la fraude s'était étendue et quelles étaient les véritables intentions de ses plus proches collaborateurs. Il était temps de régler le problème au plus vite. De son côté, Marc ressentait le poids de ses actes. Il avait toujours su qu'Isabelle n'était pas une femme facile à duper, mais il avait sous-estimé sa détermination. Lorsque la vérité éclata, il se retrouva pris au piège. Le jeu qu'il avait mis en place pour infiltrer l'empire d'Isabelle se retournait désormais contre lui. Isabelle n'était pas seulement une femme d'affaires avisée, elle devenait impitoyable. Marc tenta de contacter Isabelle, mais elle ne répondit pas. Il savait que le temps lui était compté. Il allait maintenant essayer de trouver un arrangement pour sauver ce qui restait de sa carrière. Cependant, Isabelle était déterminée à ne négocier avec personne qui l'avait trahi. Entre-temps, les tensions extérieures s'exacerbaient. La haute société française, qui avait toujours suivi de près Isabelle, observait désormais avec attention l'effondrement de son empire. Certaines marques qu'elle considérait comme partenaires commencèrent à prendre leur distance, craignant que la tâche de la fraude ne ternisse leur propre image. Le scandale était sur le point d'éclater au grand jour, et Isabelle savait que si elle n'agissait pas rapidement, elle perdrait tout ce qu'elle avait bâti. Cependant, au lieu de se cacher ou de se résigner à la défaite, Isabelle commença à élaborer sa stratégie. Elle savait que le seul moyen de récupérer ce qui lui appartenait était de regagner la confiance de ceux qui lui étaient restés fidèles et d'anéantir ceux qui l'avaient trahi. Elle savait que le chemin serait ardu, mais elle était prête à aller jusqu'au bout. L'empire d'Isabelle de la Croix était en ruine, mais elle refusait désormais d'être spectatrice. Elle allait devenir l'artisane de sa propre vengeance et de sa reconstruction. Après le déferlement de révélations et de destruction, Isabelle de la Croix se retrouvait, pour la première fois depuis des années, confrontée à sa véritable nature. La femme impitoyable, la femme d'affaires accomplie, devait désormais se reconstruire, et pas seulement en tant que PDG de Maison de la Croix, mais en tant que femme. Les trahisons de François et Marc, la chute de son empire du luxe et la perte de confiance envers tant de personnes de son entourage l'ont forcée à se réévaluer d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Le processus de guérison fut long et difficile. Au début, Isabelle s'isola dans son bureau, étudiant les plans de restructuration de l'entreprise. Mais elle savait que son plus grand combat ne serait pas contre les autres, mais contre sa propre souffrance, ses propres doutes quant à sa véritable identité, privée de tout ce qu'elle avait construit. Les murs de son bureau, jadis symbole de pouvoir, lui semblaient désormais une prison. C'est alors qu'elle a décidé de prendre du recul. Elle avait besoin de cesser de se définir uniquement comme une femme d'affaires prospère et de renouer avec la femme qui se cachait derrière les chiffres et les transactions. Une femme qui avait des rêves, qui aimait la mode et qui, à un moment donné, avait rêvé de laisser un héritage et pas seulement un empire financier. Isabelle a commencé à se concentrer sur l'essentiel, sa passion pour la création, pour réinventer sa marque. Au lieu de se perdre dans des pensées de vengeance, elle a utilisé cette énergie pour réorienter sa vision. Maison de la Croix-Île ne s'agirait plus seulement de luxe et d'ostentation, mais aussi d'authenticité et d'innovation. Elle entreprit de revoir les valeurs de l'entreprise, réorientant sa mission vers quelque chose de plus personnel et moins dépendant de l'image qu'elle avait cultivée pendant des années. Dans les mois qui suivirent, Isabelle commença à reconstruire le Maison de la Croix, repartir de zéro. Elle chercha de nouveaux alliés, des personnes partageant ses valeurs et prêtes à soutenir l'entreprise dans sa transformation. Marc et Bernard, les principaux traîtres, avaient été écartés, et Isabelle savait qu'elle devait faire confiance à une nouvelle génération de dirigeants.
Au lieu de choisir ses cadres en fonction de leur statut social ou de leur expérience, elle se mit à rechercher des personnes ayant une vision similaire à la sienne. Des personnes qui considéraient la mode non seulement comme un commerce, mais aussi comme une forme d'art et d'expression. Dans sa vie personnelle, la décision de rompre avec François fut difficile, mais nécessaire. Jour après jour, Isabelle prenait conscience que sa véritable force ne résidait pas dans l'empire qu'elle avait bâti, mais dans sa capacité à se relever après une chute. Elle se mit en quête de nouvelles voies pour son épanouissement personnel. Se reconnecter à ses passions la reconnecta à son essence. Pratiquer le design, voyager en quête d'inspiration et même s'ouvrir à de nouvelles amitiés et expériences. Isabelle commença à s'autoriser une vulnérabilité qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle n'avait pas besoin d'être parfaite. Et c'était là l'une des leçons les plus précieuses qu'elle apprenait. François tenta à plusieurs reprises de la raisonner, cherchant à justifier sa trahison, mais Isabelle resta inflexible. Elle avait compris que la véritable force résidait dans sa capacité à aller de l'avant, à ne pas s'accrocher à ce qui l'avait déjà entraîné dans un abîme. Elle ne voyait plus la trahison de son mari comme une défaite, mais comme une libération. Son acte l'avait forcée à se remettre en question et à réaliser que sa vie ne devait pas être définie par les autres, mais par ses propres choix. La transformation d'Isabelle a également affecté le Maison de la Croix. Au lieu de continuer à rivaliser avec les grandes marques de luxe en misant sur l'ostentation, elle a puisé dans son expérience et ses souffrances pour créer quelque chose de nouveau. Une ligne de vêtements et d'accessoires qui reflétait la renaissance de la marque, porteuse d'un message de résilience et d'authenticité. Cette nouvelle ligne a non seulement rencontré un succès commercial, mais a aussi touché le cœur de nombreuses personnes qui se sont reconnues dans le parcours d'Isabelle. Elle ne créait pas seulement des vêtements, mais une histoire de résilience face à l'adversité. Comme le Maison de la Croix alors que son entreprise recommençait à prospérer, Isabelle fut reconnue non seulement comme une femme d'affaires, mais aussi comme une femme qui avait su se réinventer. Elle avait appris à rester fidèle à elle-même et à considérer la faiblesse non comme un défaut, mais comme une occasion de grandir. Isabelle de la Croix n'était plus la femme qui faisait aveuglément confiance à son entourage. Elle était devenue plus forte, plus sage, plus humaine. Elle savait que reconstruire sa vie serait un long chemin, mais elle était désormais prête à l'affronter avec courage, sans se retourner. Avec le temps, Isabelle de la Croix s'est rendue compte que malgré son rétablissement et ses réussites personnelles et professionnelles, un obstacle restait à surmonter. Elle avait reconstruit le Maison de la Croix forte, de sa vision d'authenticité et de résilience, sa nouvelle ligne de vêtements connut un franc succès. Mais une menace persistante planait sur elle, la conspiration qui continuait de planer sur son empire. Marc et Bernard avaient été évincés, mais Isabelle savait qu'elle ne pouvait baisser sa garde. Il y aurait toujours des ombres, des individus prêts à exploiter la fragilité de l'entreprise ou sa vie privée pour s'emparer de ce qui lui appartenait. Elle a alors découvert qu'une marque concurrente majeure, la Montpellier Couture, tentait de s'implanter sur le marché avec un produit extrêmement similaire au sien et jouant sur la même corde sensible. Bien que cela ne constituât pas une menace immédiate, Isabelle pressentait qu'il y avait anguille sous roche. Il ne s'agissait pas simplement de concurrence. Elle savait que quelque chose de plus sinistre se tramait. Après enquête, Isabelle a découvert que Montpellier Couture, elle, avait des liens avec certaines des personnes qui, par le passé, avaient contribué à sa chute, des dirigeants corrompus, des avocats et même d'anciens associés de son mari, François. Tout indiquait qu'il cherchait à se servir d'elle comme d'un pion dans un jeu bien plus vaste, dont elle serait la dernière victime. Lors d'une réunion avec son équipe de confiance, Isabelle a partagé ses conclusions. Ils nous surveillent. Ils essaient de nous abattre à nouveau, mais nous sommes plus forts maintenant. Nous ne pouvons pas les laisser jouer avec notre histoire et notre réputation, a-t-elle déclaré d'une voix assurée. Nous allons utiliser cela à notre avantage. Isabelle savait que pour gagner cette bataille, être simplement douée dans son domaine ne suffirait pas. Elle devait être stratégique
Et, plus important encore, agir vite. La menace de Montpellier Couture, il ne s'agissait pas seulement d'un rival commercial, mais d'une menace directe pour son récit, pour le nouvel empire qu'elle était en train de construire et pour son identité. Elle a convoqué une réunion privée avec ses principaux alliés et conseillers afin de définir un plan d'action. Elle savait qu'elle devait déstabiliser le Montpellier Couture avant qu'il ne puisse causer des dommages irréparables. Il ne s'agirait pas d'une guerre des prix ou d'une guerre commerciale, mais d'une bataille narrative. L'histoire de leur marque devait être plus puissante que n'importe quel coup que leurs ennemis pourraient porter. Il nous faut oser. Nous allons lancer une collection qui symbolise notre redressement, mais aussi un nouveau départ. Nous allons montrer à tous que nous sommes bien plus qu'une simple marque de luxe. Nous sommes un symbole de résilience et de renouveau, a déclaré Isabelle avec une confiance retrouvée. Ce qu'ils ignorent, c'est que nous sommes plus préparés que jamais. Elle réunit son équipe de stylistes et se lança dans la création d'une nouvelle ligne qui serait lancée avec une importante campagne marketing. Il ne s'agirait pas simplement d'une collection de vêtements, mais du récit de son parcours pour surmonter l'adversité. Isabelle souhaitait que chaque pièce témoigne de sa transformation, des ténèbres de la fraude et de la trahison à la lumière de la reconstruction et de la Renaissance. Pendant ce temps, tandis qu'Isabelle se concentrait sur les préparatifs de campagne, une autre idée a commencé à émerger. Une possible collaboration entre Montpellier Couture, les anciens alliés de Marc, qui nourrissaient encore du ressentiment pour ce qu'Isabelle avait fait aux Maisons de la Croix. Elle ressentit une vague de colère, mais aussi un profond sentiment de justice. Il voulait la faire tomber, mais elle ne se laisserait pas vaincre. Isabelle savait qu'elle devait agir avant que ses ennemis n'aient l'occasion de mettre leur plan à exécution. De plus, elle savait qu'elle devait affronter sa vie personnelle une fois pour toutes. Sa relation avec François était définitivement terminée, mais elle portait encore les séquelles de la trahison et du chagrin d'amour. Isabelle devait faire face à ses propres émotions, qu'elle avait longtemps ignorées. Elle commençait à comprendre que, pour réussir dans le monde des affaires, elle devait aussi remporter cette bataille intérieure. Alors que les tensions montaient, Isabelle se préparait à l'affrontement final. Elle était prête à défendre son entreprise, son histoire et surtout son identité. Le jour du lancement de la nouvelle collection, elle savait que Maison de la Croix ce ne serait pas simplement une marque de luxe. Ce serait la preuve que personne, pas même ses pires ennemis, ne pourraient détruire ce qu'elle aurait reconstruit. Le jour du lancement de la nouvelle collection d'Isabelle de la Croix est enfin arrivé. L'événement avait été soigneusement préparé pour être bien plus qu'un simple défilé de mode. Il s'agissait d'une démonstration de sa force, de sa résilience et de sa vision renouvelée de l'avenir de la mode. Maison de la Croix, Isabelle savait qu'elle allait devoir affronter non seulement ses concurrentes, mais aussi les fantômes de son passé, notamment les hommes qui avaient tenté de détruire sa vie et sa carrière. Le décor était planté, mais pour elle, ce serait une bataille qui façonnerait son avenir. La soirée débuta dans une tension palpable. Le tapis rouge était bondé de célébrités, d'influenceurs et de personnalités du monde de la haute société française. Mais Isabelle se concentrait sur l'essentiel. Montrer au monde que Maison de la Croix, c'était bien plus qu'un empire du luxe. C'était une histoire de résilience. Les pièces de la collection, toutes inspirées par son parcours personnel marqué par la douleur et la Renaissance, étaient présentées avec une élégance mêlant tradition et modernité, symbole éloquent de sa Renaissance. Mais à mesure que les événements se déroulaient, une ombre planait sur elle. Montpellier Couture, le groupe, dirigé par des cadres qu'Isabelle savait être à l'origine de la fraude qui avait failli ruiner sa vie, s'apprêtait à porter le coup de grâce. Ils avaient prévu de saboter l'événement en intervenant directement dans les ventes et la couverture médiatique afin de minimiser l'impact de la collection d'Isabelle et de lui voler la vedette. Au plus fort de la nuit, alors que les flashs des appareils photo illuminaient la salle, Isabelle fut surprise par une présence inattendue. Marc, l'homme qui avait été son plus grand allié puis son plus grand traître, apparut à l'événement.
Il était là, impeccablement vêtu, avec un sourire qui tentait de dissimuler la culpabilité qui le rongeait. Isabelle l'aperçut de loin et une vague de colère mêlée de froideur l'envahit. Elle n'hésita pas. Elle s'avança vers Marc avec une confiance retrouvée. Il tenta de l'approcher avec un sourire, comme si de rien n'était, mais Isabelle ne se laissa pas faire. « Tu crois vraiment pouvoir débarquer ici et faire comme si de rien n'était? Tu m'as trahi, Marc. Tu t'es servi de moi et maintenant tu veux détruire tout ce qu'on a reconstruit. » Marc tenta de se justifier, mais sa voix le trahit. Isabelle sut qu'il n'avait plus sa place dans sa vie. Elle lui tourna le dos et s'éloigna, mais avant de pouvoir retourner à l'événement, elle apprit une nouvelle. Une tentative de sabotage était en cours, orchestrée directement par Montpellier Couture. Les caméras étaient manipulées pour mettre davantage l'accent sur l'apparence des concurrents que sur leur propre collection. Et le nombre d'articles vendus était faussé sur les plateformes en ligne. Le sabotage battait son plein. Isabelle n'a pas perdu de temps. Elle savait ce qu'elle devait faire. « Préparez-vous à une contre-offensive, nous allons mettre en place Maison de la Croix. On n'entend parler que de ça dans les médias. Ils veulent que le monde entier voie notre échec. Nous allons leur prouver le contraire. Nous serons imbattables. » Elle a exhorté son équipe marketing et communication à agir immédiatement. Et avec la rapidité et la précision d'une grande dirigeante, Isabelle est montée sur scène. Un sourire serein aux lèvres, elle s'est approchée du micro et, forte de la présence d'une femme qui savait désormais exactement qui elle était, a prononcé un discours poignant. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement la mode. Nous célébrons une histoire de résilience face à l'adversité, quand presque tout était perdu. Maison de la Croix. Nous avons su renaître de nos cendres. Nous ne sommes pas qu'une marque. Nous sommes la preuve que peu importe la profondeur de la chute, on peut toujours se relever. Et moi, Isabelle Delacroix, je suis l'auteur de cette histoire. À la fin de la cérémonie, la salle a éclaté en applaudissements. Les journalistes ont commencé à s'agiter et la couverture médiatique a pris un tout autre tournant. L'événement, qui avait failli être éclipsé par un sabotage, est finalement devenu le plus grand succès de la manifestation. Maison de la Croix, dès son lancement, Isabelle avait triomphé et pas seulement sur le plan commercial. Elle avait remporté sa propre bataille intérieure, prouvant qu'en fin de compte, personne ne pouvait la vaincre, quels que soient les efforts déployés. L'événement se poursuivant, Marc fut discrètement évacué de la pièce. Il n'était plus impliqué. Montpellier Couturel tenta de porter le coup de grâce, mais Isabelle l'avait anticipé. Grâce à son habileté, elle reprit le contrôle de son destin, s'imposa comme une figure incontournable de l'industrie de la mode, plus forte que jamais. Alors que la nuit touchait à sa fin, Isabelle ressentit une paix qu'elle n'avait plus éprouvée depuis longtemps. Elle n'avait pas seulement remporté une bataille dans le monde des affaires, elle s'était retrouvée. La femme qu'elle avait été, celle qui s'était perdue dans le pouvoir et les illusions, avait laissé place à une Isabelle plus sage, plus équilibrée et surtout plus fidèle à elle-même. L'empire qu'elle avait perdu avait été reconstruit, mais d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Isabelle Delacroix n'était plus seulement une femme d'affaires du luxe, elle était une légende vivante de la résilience. Plusieurs mois se sont écoulés depuis le lancement triomphal de la nouvelle collection d'Isabelle Delacroix. Maison Delacroix, elle, était de retour au sommet, plus forte et plus respectée que jamais. L'empire qu'Isabelle avait reconstruit n'était plus seulement un symbole de luxe et d'ostentation, mais le reflet de sa propre transformation. Elle avait vaincu non seulement ses ennemis extérieurs, mais aussi les fantômes du passé qui l'avaient hanté lors de la chute de son empire. Isabelle savait qu'elle avait atteint une plus grande sérénité, un état où le succès ne se mesurait plus seulement en chiffres et en statuts, mais aussi au sens de ses actions et à leur impact sur son entourage. Elle était désormais une dirigeante plus équilibrée, plus humaine, plus authentique. Maison Delacroix, elle portait désormais en elle un nouvel objectif, créé non seulement pour la consommation,
mais aussi pour inspirer et raconter des histoires de dépassement de l'adversité. François, Marc et tous ceux qui avaient tenté de la faire tomber étaient, d'une certaine manière, relégués aux oubliettes du passé. La trahison dont Isabelle avait été victime l'avait non seulement rendue plus forte, mais l'avait aussi libérée du poids des relations toxiques qui l'empêchaient de devenir elle-même. Elle n'était plus prisonnière de la peur ni du besoin de plaire aux autres. Isabelle s'était libérée et pouvait désormais avancer sans regret. Comme le Maison de la Croix mesure que l'entreprise s'étendait à de nouveaux marchés et à de nouvelles opportunités, Isabelle n'a jamais oublié ce qui la définissait: sa vision, son courage et sa capacité à se réinventer face à l'adversité. Elle a commencé à investir davantage dans des initiatives promouvant le développement durable et la conception éthique, un domaine qu'elle n'avait jamais envisagé auparavant, mais qui faisait désormais partie intégrante de sa mission personnelle. Par une nuit paisible, Isabelle, dans son bureau à domicile, contemplait la ville illuminée par la fenêtre. Elle avait trouvé un havre de paix, où réussite professionnelle et réussite personnelle n'étaient plus dissociées, mais intimement liées. Il ne s'agissait plus de prouver quoi que ce soit au monde, mais de vivre en accord avec ses propres valeurs et d'avoir un impact positif. Elle sourit en repensant aux leçons de la vie. La véritable force ne résidait pas dans l'absence de chute, mais dans la capacité à toujours se relever et à aller de l'avant. L'empire qu'elle avait perdu puis reconquis correspondait désormais davantage à sa véritable nature. Isabelle savait que l'avenir lui réservait des défis, mais elle était maintenant prête à les affronter d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Isabelle de la Croix n'avait pas seulement reconstruit un empire du luxe, elle s'était reconstruite elle-même. Le parcours d'Isabelle de la Croix a été marqué par d'immenses défis, mais aussi par une extraordinaire capacité de résilience et un courage face à l'adversité. Son histoire prouve que, quels que soient les obstacles, nous pouvons nous reconstruire plus forts et plus authentiques. Si la force d'Isabelle vous a inspiré, partagez son histoire avec une personne qui a besoin d'un message d'espoir et de courage. Et surtout, souvenez-vous, vous aussi, vous pouvez surmonter toutes les épreuves et réécrire votre propre histoire. Continuons ensemble ce chemin. Partagez en commentaire ce qui vous a le plus marqué dans l'histoire d'Isabelle et comment, selon vous, surmonter l'adversité peut transformer votre vie. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires inspirantes.